Bonjour à tous, merci de venir nombreux à ce webinaire. On va commencer dans 1 à 2 minutes. J'attends encore quelques personnes et puis on va démarrer. Euh, voilà, à tout de suite. Hello Smara, rebonjour. Voilà, Rebonjour. je venais de faire un message à tout le monde qu'on allait commencer. J'attendais que tu viennes. Euh, donc, bienvenue à ce webinaire pour les freelancers indépendants, etc. Donc, et chefs d'entreprise, on va dire, business owners, chefs d'entreprise dont je fais partie. Euh, donc, ce webinaire vient de mon expérience aussi personnelle. Euh, vous allez voir, je vais vous raconter quelques histoires. Donc avant de commencer, un petit disclaimer pour ceux qui ont l'habitude de venir dans mes webinaires, vous savez, ou dans nos webinaires, les webinaires de WeFinancial, vous savez que c'est toujours comme ça que ça se passe au début. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je ne pense pas qu'on va parler de performance aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Donc comme ça, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Euh, tout ce qu'on va vous dire dans ce webinaire, c'est basé sur notre expérience personnelle, l'expérience qu'on a avec nos clients, les conversations qu'on peut avoir des avocats, des comptables. Euh, Ça ne remplace pas une discussion avec un comptable. Chaque situation est différente. Donc là, je vais vous donner les grandes lignes. On va quand même rentrer pas mal dans le détail, mais je vais vous donner les grandes lignes de ce qu'on voit, de ce qu'on rencontre, de ce à quoi il faut faire attention quand on est indépendant ou chef d'entreprise. Euh, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des subtilités. En général, je vais vous en parler, mais il peut y avoir des points particuliers. Si jamais je dis quelque chose, vous dites oui, mais mon collègue, oui, mais mon ami, oui, mais Tata Simone, elle m'a dit que, et que c'est au contraire de ce que je vous dis, vous posez la question. N'hésitez pas à poser la question et dire oui, mais on m'a dit que. Et donc, c'est possible que c'était vrai il y a 10 ans, c'est plus vrai maintenant. Ou alors, c'est vrai, mais dans un certain cas très particulier. Euh, J'entends tout et son contraire. Donc, n'hésitez pas à poser la question s'il y a ça. Pour poser les questions, il y a un Q&A. Attendez, je vais vous montrer l'agenda. Attendez que je passe sur un slide avant de me poser une question. Si vous me dites, par exemple, là, dès maintenant, oui, est-ce que je devrais passer en S-Corp? On va en parler. Donc, ça ne sert à rien de me poser la question maintenant. Vous allez avoir la réponse dans quelques slides. Donc, attendez que soit que j'ai terminé la présentation ou alors que je passe sur le slide pour me poser la question. Je répondrai à toutes les questions avec Smara. On répondra à toutes les questions à la fin du webinaire parce que si j'y réponds au fur et à mesure, ça a cassé le flow du webinaire. Donc, avec l'expérience, on s'est rendu compte que répondre à la fin à toutes les questions, c'était plus simple. Ce webinaire est enregistré et sera envoyé à tout le monde. Cette présentation et l'enregistrement de ce webinaire sera arrivé à tout le monde. Donc, si vous devez partir pour X ou Y raison, euh, n'importe quand, vous posez votre question avant de partir. Et puis, de toute façon, on y répondra à la fin du webinaire. Et comme ça, vous pouvez regarder l'enregistrement. Voilà. Alors, je vais me présenter et je vais présenter Smara. Tiens, je devrais retirer Guillaume Decalche, ça fait trop personnel. Donc, je vais présenter WeFinancial. On va parler optimisation fiscale, on va parler structure juridique, on va parler des assurances nécessaires, on va parler d'une stratégie financière globale, on va parler de la retraite, les comptes-retraites, très important, euh, euh, aux États-Unis et potentiellement en France. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va couvrir. Donc, WeFinancial, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, qui je suis? Donc, moi, ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis. Je suis le PDG et le fondateur de WeFinancial, qui fait partie du WeFinancial Group, qui est un groupe que j'ai créé l'année dernière, qui regroupe plusieurs marques.
Ok, donc ça, c'est on va dire, mon premier business. Donc il y a WeFinancial fait partie d'un groupe, WeFinancial Group, et puis après on a dans ce groupe, on a différentes marques, une qui se destine par exemple aux thérapeutes, une qui se destine à différentes populations qu'on estime sous euh, sous-servi, je ne sais pas si on peut dire ça, hein, underserved en anglais, par les conseillers financiers actuels, ou mal servis par les conseillers financiers qui existent. J'ai aussi une autre boîte qui s'appelle Blue Grasshopper, qui est en fait qui sert à faire qui traduit n'importe quelle stratégie qui vient de n'importe où dans une série de fonds. Par exemple pour vos 401k ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une des choses que Blue Grasshopper fait. Vous pouvez aller regarder ce que ça donne. Smara, vas-y, présente-toi. Ah oui, j'ai aussi 2 enfants, 2 ados. Voilà. Donc, je gère 2 boîtes, hein. Je gère Blue Grasshopper, qui est une fintech, et je gère le WeFinancial Group. Vas-y, Ouais, bonjour Smara. à tous. Moi, c'est Smara. Je suis donc conseillère financière aussi bien en anglais qu'en français. Je vis dans le New Jersey. Ça fait 13 ans que je suis aux États-Unis et puis j'ai eu une courte de quelques mois expérience en tant que self-employed. Donc, j'ai aussi expérimenté certaines des choses qu'on va voir aujourd'hui. Et bon webinaire à tous. Voilà. Et puis, on a aussi 2 autres conseillers financiers, Nicolas et Lindsay, qui travaillent pour WeFinancial OUI et pour WeFinancial WE. Alors, WeFinancial en lui-même, je l'ai ouvert en 2018. On fait du planning financier, des investissements, de l'optimisation fiscale, toutes sortes de trucs. Je vais expliquer ce qu'on fait. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on est fiduciary. Ça veut dire qu'on doit mettre votre meilleur intérêt avant le nôtre. Si vous avez un conseiller financier actuellement, demandez-lui s'il est fiduciary. On va voir ce qu'il répond. 4 chances sur 5 que ce ne soit pas le cas. Mais on ne vend pas de produits financiers, on ne reçoit pas de commission. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on vend, c'est du service, c'est des conseils. Donc, que vous achetiez tel truc ou tel machin, peu importe, on va vous dire, ouais, on pense que c'est le mieux ou pas. Je suis basé à San Francisco et donc WeFinancial est basé à San Francisco, mais par exemple, Smara est dans le New Jersey et on a quelques personnes en dehors de San Francisco. On travaille dans une trentaine d'États aux États-Unis et aussi à l'étranger. Alors, on a des gens, bien sûr, on travaille avec des Américains en France notamment et des Français en France aussi. Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est presque aussi important que ce qu'on fait. Déclaration de revenus, ça, ce sont les comptables. Donc, nous, on va faire de l'optimisation fiscale. On va regarder ce que font les comptables, mais mettre des chiffres dans des formulaires, c'est pas ce qu'on fait. Donc, ça, ce sont les comptables. Tout ce qui est bilan retraite. Si vous avez besoin d'une retraite en France, etc., nous, on va faire des simulations retraite, mais on va pas contacter les administrations, faire la paperasse, etc. C'est pas notre rôle. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, par exemple Nouvelle Vie Retraite et Caroline Bonnet. Et d'habitude, dans la présentation, j'ai son email, là, je ne l'ai pas. Mais demandez-nous son email si vous ne voulez pas passer par Nouvelle Vie Retraite. Ok. Là, il n'y a pas de problème. Euh, ce qu'on fait, est-ce qu'on fait souvent, les gens ils viennent nous voir pour ça, investissement. Non, on fait tous ces trucs-là. Donc, equity compensation, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps là-dessus, stock options, RSU, etc. Tout ce qui est transmission du patrimoine, tout ce qui est immobilier, investissement aussi, bien sûr. Retraite, on va en parler aujourd'hui. Assurance, on va en parler aujourd'hui. Quand je dis on fait des assurances, ça ne veut pas dire qu'on vend des assurances. Ça veut dire qu'on va vous expliquer quelles sont les assurances qu'il vous faut. Nous, on ne vend pas d'assurance. Encore une fois, on vend du conseil. Et donc, on vous enverra, si vous voulez, des assurances dont on va parler. Il y a des sites comme Policy Genius ou des choses comme ça qui sont faits pour ça. On va parler optimisation fiscale, dette, tous ces trucs-là, on fait. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Comment ça se passe le travail avec nous? Il y a 2 aspects à ce qu'on fait. Il y a du pur planning financier. En 2 ou 3 séances, on peut vous faire un plan financier. Une séance, c'est 400 $. Ça comprend tout. C'est-à-dire que si on passe 10 heures ou 20 heures à préparer votre plan financier, vous ne payez pas 10 fois 400 $. Vous ne payez uniquement que quand on se parle. Donc, ça, c'est très important pour moi qu'il n'y ait pas de frais cachés, que tout soit super transparent. C'est vraiment ce que j'essaie de faire dans dans toutes les marques avec lesquelles on travaille dans le WeFinancial Group. On essaie d'être complètement transparent. Dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de frais cachés.
$400, c'est tout compris. Sur la partie investissement, on gère les investissements, on n'a pas de minimum, mais en général, si vous avez en dessous de $100 000, probablement, vaut mieux faire du truc à l'heure que de faire des investissements parce que ça vaudra pas le coup. Donc, $5 000 plus 0,7% avec un maximum de 2%. Hein, c'est ce qu'on facture. Et ça comprend le planning financier. Ce n'est pas uniquement les investissements, ça comprend tout le planning financier, puis on se parle régulièrement. Maximum, c'est 2%. Vous ne paierez jamais plus de 2%. Hein, donc, si vous avez $200 000 à mettre, ce n'est pas $5 000 plus 0,7%, ce sera $4 000 par an, maximum de 2%. Hein, donc, on limite, il y a un plafond. Hein, sinon, après, déjà, c'est pas très honnête de ne pas mettre de plafond et de laisser payer les gens énormément d'argent, c'est pas cool. On peut gérer n'importe quel type de portefeuille. Hors 401k, on a des stratégies particulières basées sur vos valeurs, par exemple. On investit dans des centaines d'actions individuelles, des fonds et des choses comme ça. Portefeuille 401k, vous allez voir que ça vous concerne aussi, même si vous êtes indépendant. On peut gérer les 401k à condition qu'ils ne soient pas chez Fidelity. La façon dont on investit, on peut investir par rapport à vos valeurs. Voilà un exemple de valeur, hein, l'environnement, ce genre de choses, ça c'est possible. Sur la partie, donc nos portefeuilles ont différentes parties. Hein, il y a une partie action et une partie obligation et une partie alternative. Or, argent, long short stratégie, des choses un peu plus pointues. Nos portefeuilles ont ces trois aspects, hein, systématiquement. Et là, on utilise des ETF, pas cher. Comme ça, vous ne payez pas trop en frais. Et encore une fois, on ne reçoit pas de commission sur ces ETF ou sur ces investissements. On est payé uniquement par nos clients. On a plein d'autres webinaires. Hein. Retraite, 401k, Ask Us Anything. Hein. Donc, vous pouvez nous poser n'importe quelle question. On a un webinaire là-dessus. Vous pouvez nous poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. On va y répondre. Ah, donc, on a investir, puis on en a tout un tas d'autres. Vous pouvez les voir dans WeFinancial/events. Okay. En général, ils sont en français, on en a aussi en anglais. Okay. On travaille donc sur deux autres marques. WeFinancial, c'est en français, mais si vous avez des collègues, des amis, qui que ce soit qui sont américains, on travaille aussi avec eux. Via une autre marque qui s'appelle WE Financial, WeFinancial. Si, j'adore les puns. Hein, donc c'est pour ça que j'ai fait WeFinancial et WeFinancial WeFinancial. Voilà. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc je dirais la première chose qui est facile, entre guillemets facile, on va voir que ce n'est pas forcément aussi facile, mais en tout cas qu'on peut mettre en place dès maintenant, quasiment quelle que soit votre situation, c'est des optimisations fiscales. Il y en a certaines que vous connaissez probablement. J'espère qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Ah, c'est comme ça me donne de la valeur ajoutée. Donc déjà, le truc le plus évident, c'est déduire toutes les dépenses professionnelles. Alors, tout de suite, j'entends, il y a plein de légendes qui circulent. Probablement parce qu'on est français, qu'en France, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Plein de légendes qui circulent. Du jour au lendemain, vous pouvez vous mettre à votre compte ici. Vous n'avez pas besoin d'une LLC, on le verra après. Vous n'avez pas besoin de mettre une structure juridique en place. Vous n'avez rien besoin de mettre en place. Vous pouvez, du jour au lendemain, commencer à facturer des clients et produire un service pour ces clients. À partir du moment où vous faites ça, vous pouvez déduire vos dépenses professionnelles. Il n'y a pas besoin d'avoir une structure juridique pour faire ça. Quelquefois, j'entends dire « Ah oui, mais je veux faire une LLC pour pouvoir déduire mes dépenses, etc. » Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire ça. Okay, on va voir qu'une LLC, on le fait pour d'autres choses. Mais vous pouvez du jour au lendemain vous mettre à votre compte sans problème et déduire un certain nombre de dépenses. Alors, les dépenses les plus classiques professionnelles que vous pouvez déduire, contrairement à ce qu'on peut croire, je ne conseille pas d'être super agressif avec ça. J'ai des clients, ils déduisent tellement de choses que pour moi, tôt ou tard, il y a un risque que l'IRS vienne et fasse un audit. Parce qu'ils déduisent tout et n'importe quoi. Attention avec ça. Parce que vous pouvez déduire sans red flag. Votre bureau, à hauteur de, je crois que c'est 300 square feet maximum,
Si vous travaillez à domicile, comme c'est mon cas et comme c'est celui de mes collaborateurs, vous pouvez déduire jusqu'à, il me semble, 10% de la taille de votre appartement, aux 300 square feet, et donc 300 square feet. Et, euh, et du coup, vous pouvez déduire tout. Vous pouvez déduire une partie de vos loyers, vous pouvez déduire une partie de l'électricité, une partie de l'eau, etc., en proportion. Hein. Donc, ça, aucun problème. Donc, téléphone, Internet, tout ça en proportion. Ordinateur, alors, ordinateur, vous pouvez tout déduire. Je déduis mon ordinateur. Tous les déplacements professionnels, vous pouvez déduire. Euh, un truc que, si vous êtes français, un truc que vous pouvez faire, sans trop de problème, c'est déduire votre billet d'avion. Si vous proposez des services en France. Moi, par exemple, j'ai des clients en France. Quand je vais en France, euh, il suffit que je travaille en France, hein, qu'il y ait une bonne raison, je peux déduire mes billets d'avion. Je ne peux pas déduire les billets d'avion de mes enfants. Ça, c'est pas possible. Mais je peux déduire mes billets d'avion. Tout ce qui est formation continue, etc., aucun problème. Tout ce qui est assurance, alors on va le voir, vous pouvez déduire. Tout ça, vous pouvez le déduire. Donc, euh, attention en déduction, il y a pas mal de choses que vous pouvez déduire, mais attention à ne pas déduire des trucs qui ne sont pas déductibles. Alors, vous achetez un lit pour votre maison, c'est pas déductible. Donc, attention à ça. Alors après, il faut choisir la bonne structure juridique. Hein. Et vous allez voir que il y a la structure juridique et la structure fiscale. C'est pas la même chose. Hein. Donc, sans aucun problème, dès le début, vous pouvez être en sole proprietorship. C'est comme ça que ça s'appelle quand on est à son compte ici. Sole proprietorship. Pas de problème. Après, la deuxième étape, c'est S-Corp. Donc, pour ça, vous devez passer en LLC, on le verra après. Donc, vous pouvez créer une LLC. J'expliquerai comment ça se passe. Et après ça, vous pouvez déclarer comme S-Corp. Hein. Souvent, on va faire ça quand vos bénéfices, votre profit, est entre 80 000 et 120 000 dollars par an. Donc, bénéfice-profit, c'est tous vos revenus moins vos dépenses. C'est cette différence-là, hein, qui compte. Donc, si ça, c'est entre 80 000 et 120 000, ça peut être intéressant de déclarer comme S-Corp. Hein, c'est ce qu'on fait chez WeFinancial. J'ai fait ça il y a quelques années. Hein, et ça fait économiser Social Security et Medicare. Souvent une dizaine de pourcents. 10 à 13% en général. Donc, ça fait, quand on fait 120 000 dollars de bénéfice, ça peut faire 20 000 dollars d'économie. Un peu moins, entre 15 000 et 20 000 dollars d'économie. Donc ça, il faut faire le calcul avec un CPA, voir si ça vaut le coup. Ça entraîne un certain nombre de conséquences. J'expliquerai, l'élection à S-Corp, c'est pas comme ça. Il y a un certain nombre de conséquences et donc, il faut regarder le pour et le contre. Mais en général, 80 000 à 120 000 dollars de bénéfice, ça commence à valoir le coup. D'autres choses, assurance santé. Évidemment, vous pouvez déduire ça. Hein. Euh, c'est possible, dans certains cas, de le déduire pour votre famille aussi. Donc, vous pouvez déduire, si vous avez une assurance santé et que vous êtes le seul dans votre famille à travailler, etc., et que vous êtes à votre compte, potentiellement, vous pouvez avoir une assurance santé pour votre famille et vous pouvez la déduire. Une des autres choses, il faut anticiper les impôts. Donc, l'optimisation fiscale, c'est pas simplement économiser des impôts, c'est aussi éviter des pénalités. Si vous versez de l'argent, donc quand vous êtes en sole proprietorship, vous pouvez vous verser de l'argent comme vous voulez. Alors, alors, on le verra aussi un peu plus tard. En général, je conseille d'avoir un compte business et un compte perso, mais ce n'est pas obligatoire. C'est un peu plus clean, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez recevoir l'argent directement dans votre compte personnel. Hein. Mais n'oubliez pas que si vous faites ça, vous devez payer des impôts. Si vous payez rien du tout pendant un an et qu'en avril, vous attendez que votre comptable ou vous-même vous fasse votre déclaration d'impôt et que c'est à ce moment-là que vous payez, vous aurez des pénalités. En général, il faut faire des estimated payments tous les trimestres. Alors, combien vous avez gagné sur le trimestre? Vous prenez 20%, je ne sais pas, au niveau fédéral et au niveau étatique, et vous payez chaque trimestre. Donc ça, il ne faut pas oublier. Très important. Vous pouvez le faire mensuellement si vous voulez, mais vous pouvez le faire. Mais normalement, c'est trimestriellement.
avant le 15 janvier, avant le 15 avril, avant le 15 juillet, avant le 15 septembre. Voilà. Donc ça, c'est important. Euh, Gardez toujours quelque chose pour vos impôts. Alors, après, quand vous êtes en S-Corp, hein, donc encore une fois, on y reviendra, mais je ne voulais pas l'oublier, c'est pour ça que je l'ai mis là, vous devez vous verser un salaire raisonnable. Hein. Si vous êtes en S-Corp, vous devez vous verser un salaire raisonnable. Vous pouvez aussi vous faire des shareholder distribution. Dans ce cas, ce n'est pas la même chose qu'un salaire, c'est séparé. C'est en plus. Ça sera, et ça sera non taxable quand vous les versez, mais ça peut être taxable parce que dans tous les cas, vous serez taxé. Il ne faut pas rêver, mais vous serez taxé sur les profits de l'entreprise. Mais un shareholder distribution, ça ne va pas retirer les profits de l'entreprise. Ça va retirer à la trésorerie. Ça, c'est si vous êtes en S-Corp. L'objectif, ce n'est pas toujours de payer le moins d'impôts possible. Mais c'est profiter des déductions et de stratégies. Vous gagnez de l'argent, vous allez payer des impôts. Il ne faut pas rêver. Des fois, j'ai des clients qui me disent Guillaume, voilà, on a fait tout ce que tu nous as dit, est-ce qu'on peut encore économiser des impôts? Oui, vous changez d'État ou vous changez de pays. Mais bon, c'est une autre discussion. Hein. Donc, attention, on peut faire un certain nombre d'optimisations fiscales, mais attention de ne pas, et je le vois souvent, de ne pas seulement réfléchir à la partie impôt. Il y a la partie, en essayant, des fois j'ai des clients qui, en essayant d'économiser un maximum d'impôts, dépensent plus que ce qu'ils économiseraient en impôts. Hein, ça arrive. Alors, maintenant, on va parler des structures juridiques. Donc, vous avez débuté votre activité, vous êtes en sole proprietorship. Maintenant, vous commencez à grossir, vous êtes toujours tout seul. Après, vous pouvez avoir des employés, etc. Mais il y a un certain nombre de choses donc, à savoir là-dessus. Donc, d'abord, je vois beaucoup de gens, il y a cette idée que c'est soit on est une NLC, soit on est une S-Corp, soit... Non, c'est pas ça. Une LLC, on le fait pour une question de protection juridique. C'est pas encore une fois, c'est pas une question fiscale. C'est une question de protection juridique. Très, très important. LLC, ça veut dire Limited Liability Corporation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vous attaque, alors après, c'est possible de percer la barrière de la LLC, mais c'est plus difficile. Vous allez être responsable à hauteur du patrimoine de votre entreprise, pas de votre patrimoine personnel. Alors, si vous êtes dans des boulots, c'est rare aux États-Unis, mais ça peut arriver. Si vous êtes dans des boulots où il y a peu de chances que vous vous fassiez attaquer, hein, je ne sais pas moi, vous êtes par exemple photographe, peu de chances que vous vous fassiez attaquer. Hein, peintre, tous les métiers artistiques, il y a quand même peu de chances que vous vous fassiez attaquer. À l'inverse, des métiers comme conseiller financier, là, vous pouvez vous faire attaquer pour tout et n'importe quoi. Oui, mon compte, il a perdu 5%, les marchés ont perdu 10%, le compte a perdu 5%. Ouais, je t'attaque parce que mon compte a perdu 5%. Ah, tout à fait possible. Des métiers où vous recevez des gens à domicile ou même dans un bureau. Très, très important. Il y a un accident quand vous recevez des gens, ça va pas, ça peut être dangereux. Tous les métiers de conseil. Vous donnez un mauvais conseil ou vous donnez un bon conseil, mais la personne estime que c'est un mauvais conseil, elle vous attaque. Donc LLC, très très court. Alors suivant l'état dans lequel vous êtes, ça peut être gratuit ou alors faire une LLC, c'est super simple. Vous allez sur zenbusiness.com, ça coûte $100, envoyez c'est pesé, une LLC c'est terminé. Quand vous êtes en Californie, ça coûte $800 par an, minimum. Hein, c'est ce que vous devez déclarer, même si vous ne faites pas de profit ou quoi que ce soit, à partir du moment où vous êtes en Californie, c'est $800 à l'IRS tous les ans. Donc ça, c'est important. Alors, si vous faites une structure juridique, vous ne pouvez pas faire une structure juridique vide. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire, tiens, je vais faire une LLC, je ne vais pas faire de gains, et puis je vais déduire plein de trucs parce que c'est une structure vide, en fait, je ne travaille pas. Non. L'IRS, après 2 ans où vous ne faites pas de profit, vous allez avoir une lettre de l'IRS. Vous devez faire du profit. Vous devez avoir un vrai boulot. Hein, j'ai quelquefois des clients qui disent ah, bah tiens, ouais, on m'a dit que, ou j'ai vu sur Instagram, alors ça je le vois aussi, je vois des trucs sur Instagram,
oui, faites une LLC et puis voilà, vous faites ça et puis ça va marcher. Non, non, faut pas rêver. Très, très dangereux. Alors, donc ça, c'est la LLC. Après, il y a le statut fiscal. Donc, une LLC, c'est la structure juridique, et après, il y a la structure fiscale. Donc, ça peut être LLC avec une seule personne, hein. Donc, LLC avec sole proprietorship, en quelque sorte. Ça peut être une LLC en tant que S-Corp, ou ça peut être une LLC en tant que C-Corp, hein. Euh, on va pas parler trop de la C-Corp. En général, c'est très rare qu'on fasse des C-Corp, sauf si vous voulez avoir. Alors, c'est pas rare, mais si vous faites une start-up ou quelque chose comme ça, peut-être que vous allez faire une C-Corp parce que vous allez avoir des investisseurs extérieurs. En général, pour des métiers de freelance, en dehors de start-up, pour les métiers de freelance, on va rester à la S-Corp. Beaucoup plus simple. Euh, Donc, si vous commencez en sole proprietorship, vous devez créer une LLC pour après pouvoir déclarer en C-Corp. Vous ne pouvez pas passer euh, en C-Corp comme ça, ou vous ne pouvez pas déclarer, tiens, je vais déclarer en C-Corp alors que je suis sole proprietorship. Ça, c'est pas possible. Il faut avoir une LLC, il faut avoir une structure juridique, mais encore une fois, très facile. Pour créer une C-Corp, euh, il faut juste faire une lettre à l'IRS pour dire, voilà, maintenant, à partir de maintenant, je veux déclarer comme C-Corp à partir du 1er janvier. En général, 3 mois avant de déclarer pour dire, bah, à partir du 1er janvier, donc par exemple, là, on est en juillet, en octobre, faites une lettre à l'IRS pour dire, à partir du 1er janvier 2027, je vais être traité comme C-Corp. Ça entraîne un certain nombre de conséquences dont je vais parler là dans 30 secondes. Euh, donc, attention à ça. Alors, les conséquences, c'est quoi? Il va falloir vous verser un salaire. Quand vous étiez en sole proprietorship, que vous soyez en LLC ou pas, vous pouviez transférer l'argent d'un compte à l'autre sans problème. Il n'y a rien de spécial. Là, vous devez vous verser un salaire. Et donc, en général, c'est ce qu'on fait, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour ma boîte quand j'ai commencé à embaucher des gens. Vous choisissez un provider de payroll. Gusto, c'est le plus souvent celui que je vois. Il y a Paychex. Enfin, il y en a pas mal. Euh, de nos jours, c'est super simple. Gusto, ça m'a pris quasiment rien de mettre les choses en place. Quand j'ai commencé à embaucher des employés, j'ai mis les trucs en place, super simple. Et donc, même si vous n'avez pas d'employé et que vous devez vous verser un salaire, Gusto, ça peut marcher, c'est pas très cher. Et donc, vous versez un salaire. Et en plus de ça, donc ça, faut que vous versiez un salaire raisonnable. Donc, ça veut dire quoi ça? Eh ben, personne, vraiment. Mais c'est l'IRS qui dit, bah voilà, une personne dans votre position, dans ce que vous faites, combien elle gagnerait? Donc, il y a des tables. Hein, L'idée, c'est de justifier pourquoi vous avez, s'il y a un problème avec l'IRS, c'est de justifier pourquoi vous avez pris ce salaire. Vous pouvez prendre n'importe quel salaire, à partir du moment où vous pouvez justifier. Moi, quand j'ai le salaire que je me verse, je justifie en regardant, bah voilà, un conseiller financier à San Francisco qui a sa propre boîte, combien il gagne en général? Quelle est la moyenne? Et j'ai pris ça. Puis comme ça, si l'IRS vient, je dis, bah voilà, moi j'ai choisi ça. En plus de ça, on peut se verser alors c'est pas des dividendes, parce que des dividendes, c'est une C-Corp, c'est des distributions, quand c'est une S-Corp. Distribution, vous pouvez verser ces distributions. Voilà. Une des choses qui est un peu bizarre, c'est que de toute façon, c'est une LLC, c'est transparent. Voilà. Donc, tout ce que la LLC gagne ou la S-Corp gagne, si vous êtes le seul employé, vous allez payer des taxes là-dessus. Vous pouvez pas séparer. Alors que si vous étiez en C-Corp, la C-Corp paye des taxes, vous payez des taxes sur ce qui est versé. Quelquefois, vous payez double. Il faut faire attention à ça. Quand vous êtes en S-Corp ou en LLC, au LLC, que vous soyez tout seul ou au LLC, vous fassiez une S-Corp, tout ce que vous gagnez, les profits, c'est déclaré et c'est une pass-through entity. C'est comme ça que ça s'appelle et c'est mélangé avec vos revenus. Donc, de toute façon, vous payez des impôts sur ce que vous gagnez. Donc, en général, ce qu'on voit, c'est que j'ai des clients qui commencent en sole proprietorship ou en LLC, et puis après, qui à un moment envisagent de faire une S-Corp.
Mais ça dépend toujours de, OK, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est quoi l'objectif et c'est quoi votre situation personnelle? C'est pas dans tous les cas, on va faire ça. Ça dépend de votre situation personnelle. OK? Alors, maintenant qu'on a parlé de la structure juridique, il y a un certain nombre d'assurances. Et encore une fois, nous, on ne vend pas des assurances. Vous les preniez ou pas? On s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, c'est important. Mais il y a un certain nombre d'assurances, et je vais vous dire lesquelles j'ai moi personnellement pour la boîte. Euh, mais il y a un certain nombre d'assurances nécessaires. En tout cas, il faut réfléchir. Pour réfléchir, est-ce que ça vaut le coup pour moi, pour le type de job que je fais, d'avoir ce type d'assurance? Donc, par exemple, assurance responsabilité civile professionnelle. Alors, je ne parle pas de là, vous voyez, il n'y a pas l'assurance santé parce que c'est évident qu'il faut une assurance santé. Hein, donc, je ne l'ai même pas mis là. Mais l'assurance santé, ça, c'est encore, ça, bien sûr, idéalement, vous voulez en avoir une. Hein, ça, c'est clair. Donc là, il y a des assurances que je vois moins souvent. Assurance responsabilité civile professionnelle. Donc là, il y en a plusieurs de plusieurs types. Hein, il y a des General Liability Insurance, des E&O, Error and Omission. Faites une erreur, etc. dans vos conseils. Typiquement, conseil financier, je vous conseille un truc, et puis vous m'attaquez pour dire non, non, mais ce que tu m'as conseillé, c'est pas encore arrivé. Hein. Mais ce que tu m'as conseillé, c'était pas un bon conseil. Dans ce cas-là, mon assurance, elle couvre. Hein, il y a un déductible, etc. Mais après ça, si je suis attaqué, je suis couvert. Hein. Et puis, donc, Year Insurance ou Professional Liability. Donc, ça dépend vraiment du type de boulot que vous faites. En général, ça va être nécessaire. Si vous recevez des gens, il y a quelqu'un qui glisse dans vos bureaux, il se casse la jambe ou il se fait une commotion cérébrale. Voilà, à quoi ça sert. Hein. Donc, suivant le type de boulot que vous faites, euh, c'est des assurances importantes. Hein. Assurance à validité, très important. Disability insurance. Ok. Si vous ne pouvez plus travailler, il vous faut quand même un revenu. Particulièrement si si vous faites des gros revenus pour votre famille, etc. Et que si vous avez beaucoup moins de revenus, ça va être problématique. Disability insurance. Donc moi, j'ai déjà assurance responsabilité professionnelle, ça c'est clair. Disability insurance, pareil. Hein, donc ça va couvrir une partie de votre salaire. Alors c'est pas forcément très très cher pour les gens comme moi qui donnent du conseil, pour que je ne puisse plus travailler. Hein, quelque part, même si je perds mes jambes, je perds mes bras, je peux continuer à travailler. Hein. Donc, faut que je sois dans le coma ou que j'ai vraiment un problème cérébral pour plus pouvoir travailler. Quand on fait des métiers qui sont pas physiques, hein, qui sont des métiers de conseil, etc., en général, c'est pas cher parce que le risque pour l'assureur que vous ne puissiez plus travailler, il est faible. Il est faible. En tout cas, plus travailler euh, pendant un bon moment. Assurance décès. Alors, attention, j'ai mis life insurance parce que j'entends souvent la traduction life insurance, assurance vie. Alors pour les Français, assurance vie. Ah ouais, tiens, ça c'est familier, etc. Non, non. Life insurance, c'est assurance décès. Et là, je parle en termes de protection, pas en termes d'investissement. En termes d'investissement, pas une bonne idée en général, life insurance. Mais en termes de protection de la famille, très important. En général, on fera une term insurance sur 20 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Ça coûte quelques centaines de dollars par an et vous êtes protégé s'il y a un problème. Assurance homme-clé. Et ça, c'est grâce à Smara que j'ai découvert ce truc-là, parce que je ne connaissais pas. Ou du moins, je connaissais, mais j'avais oublié. Donc ça, c'est super important. Donc merci Smara. Donc ça, c'est super important parce que s'il y a un problème donc pour l'instant en tout cas, même si j'ai des employés, etc., We Financial, We Financial Group, je fais encore beaucoup de choses pour la boîte. L'objectif, c'est que je fasse plus rien. Pas parce que je suis paresseux, mais parce que je ne veux pas être indispensable. Okay, mais pour l'instant, je suis indispensable. De moins en moins. C'est très bien. Donc ça s'appelle une Key Person Insurance. C'est pas très cher, mais si moi je suis invalide ou que je meurs, euh, il y a de l'argent qui est versé à la boîte pour compenser, pour qu'il trouve quelqu'un d'autre ou pour qu'il ait le temps de se, de s'organiser, la boîte soit pas en difficulté. Donc ça, c'est très important. Key Person Insurance. Okay. Et Business Overhead Expenses,
C'est loyer, salaire, si il y a un problème, si vous êtes en incapacité de travailler, il faut payer vos contracteurs, il faut payer hein, si vous avez si vous utilisez, je ne sais pas moi, si vous vendez du vin, que vous achetez des bouteilles de vin en France, etc., bah, il va falloir payer ces gens-là. Et si vous arrive quelque chose, il faut quand même les payer. Ça, c'est ce genre de choses. Ok. Ou les salaires de vos employés, etc. Ça va être important aussi. Hein. Euh, donc là, vous, une des gros avantages de ce que vous faites, c'est générer des revenus. Hein. Mais il faut les protéger, ces revenus. Hein, ça, c'est important. Et souvent, on oublie ça. Hein, on protège les biens matériels. Ah, j'ai une assurance auto, j'ai une assurance maison. On ne protège pas forcément toujours les revenus. Hein, et ça, c'est encore plus important quand vous êtes à votre compte. En général, même quand vous n'êtes pas à votre compte, c'est important, mais là, c'est encore plus important. Alors, la plupart, si vous n'êtes pas à votre compte et que vous avez un salaire, etc., l'entreprise couvre ce genre de choses. Euh, Maintenant, le patrimoine. Donc ça, c'est un point très, très important. Parce que moi, la majorité de, par exemple, de mon patrimoine, il n'est pas liquide. Hein. C'est oui financial. C'est la majorité de mon patrimoine. De loin. Donc, ça, c'est important euh, d'éviter que, de protéger ce patrimoine, de le transmettre, et puis aussi d'éviter de mettre en danger, hein, c'est ce que je disais avec la LLC, c'est un des points, c'est éviter de mettre son patrimoine personnel en danger à cause d'un problème professionnel. Donc ça, c'est important. Et ça va demander un certain nombre de choses. Donc on a vu un certain nombre de choses, je vais revenir là-dessus. Mais la première chose, c'est, et même en termes d'organisation, c'est de séparer la partie professionnelle et la partie personnelle au maximum. Ça veut dire quoi? Avoir des comptes bancaires séparés. Par exemple, moi, j'utilise une société qui s'appelle Relefi. Alors, c'est pas cher, c'est une banque, hein, RELAYFI. C'est une banque professionnelle qui ouvre des comptes qui sont pas chers, etc. Et donc, c'est là où l'argent, ou même quand j'étais tout seul, alors maintenant, comme j'ai des employés, hein, on est 6 en tout, c'est encore plus important, hein, ça c'est évident, mais même quand j'étais tout seul, j'avais toujours un un compte professionnel beaucoup plus clean. Et puis en plus, vous pouvez brancher votre compta, votre logiciel de compta sur ce compte professionnel et ça va catégoriser automatiquement, etc. Et ça ne va pas mélanger les trucs personnels. Donc beaucoup plus simple. Donc ça, c'est important. Ça semble évident, mais tous les contrats que vous signez devraient être au nom de l'entreprise, pas en votre nom personnel. Et puis, comme je disais, pour la comptabilité, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. En termes de comptabilité, je recommande à tout le monde d'avoir un logiciel de compta. Web Apps, par exemple, c'est gratuit et c'est très bien. QuickBooks ou autre, pourquoi pas. Mais il y a plein de logiciels de compta. Vous les branchez sur votre compte professionnel et puis ça va catégoriser. Alors, au début, ça doit apprendre un peu les différentes catégories, mais vous catégorisez, vous faites vos factures dessus, vous faites tout ça. Comme ça, vous avez une compta. J'ai un comptable pour la boîte. C'est moi qui continue à catégoriser les différentes choses. Et ma comptable, elle s'arrache un petit peu les cheveux d'ailleurs des fois, parce que je fais un peu à ma sauce quelquefois. Donc des fois, elle me dit non, mais ça, tu peux pas catégoriser ça comme ça. Donc, mais je dis mais pourquoi? Ça semble logique. Elle me dit non, mais c'est pas comme ça. Ouais, c'est logique, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ok. Donc moi, ça me permet aussi d'apprendre comment ça se passe au niveau comptable, ce qui est bien pour mes clients. Euh, donc voilà, donc important, séparer professionnel et personnel, toujours. Limiter sa responsabilité, on en a parlé, LLC, corporation, INO, umbrella insurance à titre personnel. Hein, ça, on le fait, on en parle dans nos autres webinaires. Une umbrella insurance, si vous n'avez pas ça, très, très important. Assurance responsabilité civile personnelle. Hein, ça évite de vous mettre en faillite. Donc, umbrella insurance, ça coûte pas cher. C'est par tranche de 1 million. Là, par exemple, ce matin, j'ai acheté une nouvelle umbrella insurance pour moi. Euh, Ça me coûte $120 par million, à peu près.
Je ne dirais pas combien de millions j'ai pris, mais en gros, premier million, c'est 120 000, et 3 millions, c'est 420, et 6 millions, c'est $800. Enfin, voilà. Donc, c'est pas très, par an, pas par mois. Donc, c'est pas très cher, très important d'avoir une umbrella insurance. Tout ce qui est assurance décès, disability insurance, faire attention à vos bénéficiaires sur vos différents comptes, etc. Tout ça, c'est pour protéger votre famille, c'est super important. Voilà. Et puis après, pareil, on le voit très peu souvent, mais testament, trust. Alors, les trusts, c'est pas les trusts qu'on voit dans les films. C'est pour des gens qui ont plus de 30 millions. Il y a d'autres types de trusts qu'on fait pour les gens qui sont aux États-Unis. Nous, on le fait. On fait de l'estate planning. On fait tout ce qui est trust testament. Ça coûte un peu moins de $2 000. Donc, je vous invite, si vous passez par un estate attorney, ça va vous coûter $5 000 ou plus. En passant par nous, on fait les choses moins chères. On n'est pas avocat, mais on va rassembler les informations. On travaille avec un groupe d'avocats qui vont faire ces papiers. Donc, en général, c'est autour de $2 000. Très important. Testament, trust, power of attorney, procuration financière, médicale directive. Tout ça, très important. Et un plan de succession pour l'entreprise. Qui va reprendre le flambeau si vous arrive quelque chose? Voilà. Très important aussi. Alors, le but, c'est pas, en conclusion, le but, c'est pas de créer de la richesse, mais c'est d'éviter qu'un événement détruise tout. Il y a un problème, bam, tout d'un coup, c'est peu probable que ça arrive, mais aux États-Unis, ça arrive souvent. Enfin, pas souvent, ça arrive. Ça arrive. Vous faites attaquer ou des choses comme ça. Trésorerie de l'entreprise. En général, on va conseiller, comme de manière personnelle, on va conseiller d'avoir une réserve de sécurité pour l'entreprise de 3 à 6 mois de dépenses pour l'entreprise. Il faut faire travailler l'excédent de trésorerie. Ces 3 à 6 mois de dépenses, c'est un fonds d'urgence en quelque sorte. C'est dommage qu'il reste dans un compte qui ne rapporte rien. Par exemple, moi j'ai une cliente qui a plusieurs centaines de milliers de dollars dans son entreprise, un LNC Corp, donc c'est un petit peu différent. On ne peut pas vraiment le distribuer sans que ça ait des conséquences fiscales, mais on va faire travailler. On va faire travailler cet argent. Donc on va le mettre soit dans des comptes qui ont des hauts rendements, soit dans des treasury bills, donc des bons du trésor américain, soit dans des ETF, des choses comme ça. Là, comme on a tellement d'argent qu'on a décidé de faire deux choses. Une partie, ça va être on va garder dans des choses très sécurisées. Une partie, on va faire les choses de manière un peu plus agressive. Donc, plusieurs centaines de milliers de dollars, on va faire un portefeuille conservateur qui devrait faire mieux que simplement un money market fund, qui sera money market fund, c'est taxable comme revenu. Des investissements, c'est taxable comme capital gain. C'est différent. Après, c'est un peu pénible en termes de déclaration dans le logiciel comptable, etc. Mais sur des centaines de milliers de dollars, ça vaut le coup. Donc voilà, donc, les erreurs fréquentes, c'est des dizaines de milliers de dollars sur un compte courant qui ne font rien du tout. C'est à l'inverse, investir de l'argent qui sera nécessaire à court terme. Donc, dire, je veux faire un maximum, je vais l'investir sur les marchés et puis plus avoir d'argent pour le court terme. Et puis, mélanger les finances personnelles et professionnelles. Très dangereux. Très dangereux de faire ça. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir de définir un montant à conserver en liquidité et d'investir uniquement l'excédent et puis réévaluer régulièrement. Par exemple, chez WeFinancial, nos besoins de trésorerie, ils évoluent régulièrement. Ils augmentent en général. Comme la boîte augmente petit à petit, nos dépenses augmentent, ça veut dire que le matelas de sécurité il doit augmenter aussi. Et donc, quelquefois, c'est dommage parce que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui ne travaillent pas. Mais, enfin, je ne parle pas de WeFinancial, mais je parle quelquefois pour des clients. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui ne travaillent pas. Mais ils doivent être quand même disponibles. Donc, on doit gérer cet équilibre. Et ça, c'est ce qu'on fait chez nous. Alors, maintenant, de manière plus personnelle. Toute cette partie-là, donc là, on a parlé de la partie entreprise, là, on va parler de la partie personnelle. Je vais aller relativement vite. On a encore un quart d'heure, 20 minutes, on va dire.
Je vais aller relativement vite. On a des webinaires complets uniquement sur cette partie-là. Uniquement sur cette partie-là, que ce soit un webinaire sur la retraite, nos webinaires sur investir, etc. Je vous invite à vous inscrire à ces webinaires parce qu'on ira beaucoup plus en détail. Donc, en gros, que vous soyez... donc ça, c'est que vous soyez freelance ou pas, que vous soyez à votre compte ou pas, et on va voir les comptes particuliers. Hein. Je vais parler des comptes en général et des comptes particuliers pour les gens qui seront en freelance ou à leur compte. Donc, dans tous les cas, je vous invite à suivre ce que je vais vous dire, à ouvrir les bons comptes, etc. Donc, en gros, il y a, on va dire, 5 boîtes dans lesquelles on va mettre votre argent. La première chose, c'est un fonds d'urgence. Voilà. Saving, donc ça, c'est au niveau personnel. Saving et checking account, 3 à 6 mois de dépenses. Donc, il y a le compte de la boîte où vous avez quelque chose, et il y a votre compte personnel où vous avez encore de l'argent. Ça, c'est un investissement à court terme. Ensuite, vous devez investir dans un 401k. Mais vous dites, mais attends, Guillaume, je suis à mon compte, je ne peux pas investir dans un 401k. Faux. Vous pouvez faire un solo 401k. On va en parler. On va voir ce que c'est par rapport à d'autres trucs. Donc ça, très important, 401k, c'est bien. Mes employés, on a les 401k. Donc, si vous avez des employés, ça ne coûte pas cher de mettre en place un 401k. Ça ne coûte pas cher et je vous invite à le faire. Et après, vous n'êtes pas obligé de matcher. Vous pouvez matcher ou vous n'êtes pas obligé de matcher. Vous pouvez matcher. Ensuite, les Roth IRA, tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Et ensuite, il y a tous les autres types de comptes. Compte type brokerage, compte immobilier, etc. Où vous pouvez investir. Un petit point sur la retraite, et encore une fois, on a un webinaire sur la retraite, donc ça, c'est vraiment à très haut niveau. Vous avez 2 types de retraites. Vous avez la retraite par répartition. Si vous êtes à votre compte, félicitations. Alors souvent, j'entends ça, sauf cas très particulier. Si vous êtes à votre compte, vous cotisez pour la retraite américaine. Vous dites, mais Guillaume, non, je ne cotise pas. Si, vous cotisez. À chaque fois que vous payez des impôts, il y a une partie Social Security. Et ben, c'est votre retraite américaine, c'est la retraite par répartition. Voilà. En France, c'est la retraite de base, Agir Carco, retraite, etc. C'est la Social Security aux États-Unis. Alors, il y a une confusion entre Social Security aux États-Unis, qui est la retraite, et Sécurité sociale en France, qui est la santé. Donc, pour les Français, quelquefois, il y a une confusion là-dessus. Et puis après, il y a la retraite par capitalisation, où là, vous investissez votre propre argent dans vos propres comptes. Donc, en France, ça serait par exemple l'assurance vie, les PEA, etc. Aux États-Unis, c'est les 401k, les ARS, ce genre de choses. Bonne nouvelle, les années travaillées en France et les années travaillées aux États-Unis, même si vous êtes à votre compte, s'additionnent. Donc, souvent, j'entends, oui, mais il y a les 10 ans, oui, mais non. Vous avez travaillé 5 ans en France, 5 ans aux États-Unis, vous avez les 10 ans, il n'y a pas de problème. Après, il vous faut 35 ans aux États-Unis pour avoir une retraite pleine. Il vous faut 43 ans en France pour avoir une retraite pleine si vous êtes né après 1973. Si vous êtes né avant 1973, il y a des tables. Je ne les connais pas par cœur. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est assez rapide. Et les années que vous avez travaillé aux États-Unis, les années que vous avez travaillé en France, s'additionnent pour atteindre les 35 ans ou les 43 ans. Par contre, le montant que vous allez recevoir, là, c'est au prorata des années que vous avez travaillé dans chacun des pays. Vous avez travaillé 10 ans aux États-Unis, en tout, entre la France et les États-Unis, vous avez travaillé 35 ans, vous aurez 10 35e d'une retraite aux États-Unis. Ce sera au prorata. Encore une fois, on parle de ça en long, en large et en travers dans notre webinaire retraite. Okay, et puis parce que je m'adresse à des Français, on me pose quelquefois la question, la CFE, est-ce que ça vaut le coup? En résumé, non. Si vous restez aux États-Unis moins de 3 ans, là, oui, ça peut valoir le coup de cotiser parce que pour ne pas s'embêter. N'oubliez pas que vos trimestres sont valables. Les trimestres que vous travaillez aux États-Unis sont valables. Donc, quelquefois, j'ai des clients qui me disent, oui, mais j'ai cotisé à la CFE pour que mes trimestres soient reconnus en France. Ils seront reconnus même si vous ne cotisez pas à la CFE. La seule différence, c'est qu'en France, vos trimestres américains seront reconnus et auront 0 euros, alors que si vous avez la CFE, ils auront un petit somme. En général, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, attention à la CFE, sauf si vous restez vraiment à court terme aux États-Unis. En général, je ne conseille pas de le faire. Compte en France. Probablement pas une bonne idée en général. Assurance vie, pas intéressant, fortement taxé aux États-Unis. Si vous êtes de nationalité américaine, je vous conseille de la fermer. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, vous la diminuez, mais ce n'est pas une bonne idée. Quand vous êtes résident américain, pas du tout une bonne idée d'avoir des assurances vie en France.
PEA, PE, PEG, etc., ils ne sont pas taxés en France, ils sont taxés aux États-Unis à 37%, comme PFIC. Pas intéressant non plus, en général. Et les plans d'épargne retraite, etc., alors ça peut être intéressant. Un PERIN, PERCO, etc., parce que ce n'est pas taxable aux États-Unis, c'est en dessous, c'est lié au traité franco-américain. Par contre, vous ne pourrez pas ouvrir un plan d'épargne retraite si vous êtes résident américain. Si vous en avez déjà un, vous le gardez, mais sinon vous ne pourrez pas en ouvrir. OK. Alors, donc, du coup, ça laisse côté américain, qu'est-ce qu'on a? On a les comptes avant impôt et les comptes après impôt. C'est les deux catégories de comptes qu'on a. Dans les comptes avant impôt, il y en a deux qui vont nous intéresser. Le premier, c'est un 401k. Et là, encore une fois, Guillaume, est-ce qu'on peut avoir un 401k quand on est freelancer? Absolument, ça s'appelle un solo 401k. On va voir en quoi c'est intéressant. Vous pouvez mettre 24 500 $ par an, plus 8 000 $ si vous avez plus de 50 ans, ou un super catch-up 11 250 $ si vous avez entre 60 et 63 ans. Donc ça, c'est vous en tant que personne. Vous avez deux casquettes. Hein. Quand vous êtes votre propre boss, vous avez deux casquettes. Vous avez la casquette employé, la casquette employeur. Donc en tant qu'employé, sur le salaire que vous versez, vous pouvez vous verser ces montants-là. Ça ne compte pas ce que peut verser votre employeur en matching. Hein. Donc gardez ça en tête. Dans un 401k, vous pouvez euh, mettre. Smara, tu me confirmes si je me trompe, parce que les chiffres changent tous les ans, donc des fois j'ai les anciens chiffres parce que pendant un an j'ai dit ces chiffres-là. 76 000 $ à 82 000 et quelques dollars dans un 401k en tout. Ça. Euh, En tout cas, les chiffres qui sont là-dessus, c'est juste. Et Oui, pour mais, 2026, ça c'est mais sûr. en tout ouais, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout sur les 401k, est-ce que le maximum dans un 401k, je crois que c'est 76 000 $, 60, moins le match de l'employeur, ouais. etc. Je crois que c'est 72 si tu as moins de 50, mais je vais juste vérifier. Ouais, vérifie ça. Donc c'est peut-être 76 plus de 50 et 82 quand vous avez entre 60 et 63. Donc vérifiez. Donc on peut mettre pas mal d'argent dans un 401k. Après, il y a le traditional IRA. C'est 7 500 $ que vous pouvez mettre, plus 1 100 $ si vous avez plus de 50 ans. Mais si vous gagnez plus de 126 000 $ ou 79 000 $, et ces chiffres ont changé, je crois. C'est pas les, il me semble que ce pas les bons chiffres, mais c'est dans ces zones-là. euh, si vous gagnez plus que ça, vous ne pouvez pas le déduire de vos impôts. Hein. Mais si vous gagnez moins que ça, vous pouvez déduire de vos impôts. Ça peut être intéressant aussi. Ça rajoute des déductions. Euh, et ça, vous le déduisez de vos impôts parce que c'est avant impôt. Okay. Donc, si par exemple, imaginons que vous versez un salaire de 50 000 $, vous mettez 24 500 $ dedans, bah, vous payez des impôts. Vous ne payez pas d'impôts sur 50 000 $, vous payez des impôts sur 50 000 $ moins 24 500. Donc, ça, c'est super intéressant. Alors, après, vous allez demander à vos comptables, je suis désolé pour les comptables. Vous allez demander à votre comptable, je voudrais ouvrir un compte pour avant taxe pour économiser des impôts. Votre comptable va vous dire un SEP ARL. Ouvrez un SEP ARL. Pas du tout une bonne idée, je vais expliquer pourquoi. Hein. Donc les SEP ARL par rapport au solo 401k. Il y a un seul cas où on ouvrira un SEP ARL et pas un solo 401k. C'est si par exemple vous êtes entre janvier et mi-avril et que vous n'avez pas ouvert un solo 401k pour l'année précédente. C'est le seul cas où on va ouvrir un SEP ARL parce qu'on peut l'ouvrir pour l'année suivante pour mettre de l'argent de l'année précédente. Alors qu'un solo 401k, on doit mettre l'argent au cours d'année. Okay. Donc, c'est le seul cas où on aura un SEP ARL. Et puis, donc on nous fera ouvrir à nos clients un SEP ARL. On leur fera ouvrir un solo 401k. On mettra de l'argent dans le SEP ARL pour l'année précédente. Et pour l'année en cours, on mettra dans le solo 401k. Après, on transférera le SEP ARL dans le solo 401k. On fait un petit technique comme ça. Mais à la fin, tout se retrouve dans le solo 401k. Pourquoi les comptables ne recommandent pas le solo 401k? Parce que ce n'est pas super connu qu'on puisse faire ça. C'est de plus en plus connu. Hein. Mais pour vous donner une idée de la différence, imaginons que vous faites un bénéfice de 200 000 $. Dans le SEP ARL, vous pouvez mettre entre 20 et 25 entre 40 000 et 50 000 $ dessus. Okay. Si vous avez un solo 401k, vous pouvez mettre en tant qu'employé 24 500 à 36 750 $ et en tant qu'employeur 40 000 $, 20% des 200 000 $. Ça fait entre 64 500 et 76 750 $. Si vous avez 200 000 $ de bénéfices,
à comparer avec 40 000 dollars et 50 000 dollars. La différence, elle est énorme. Énorme. Donc, un solo 401k, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais, juste pour le SEP IRA, c'est même jusqu'à mi-octobre. Donc jusqu'au 15 octobre, si vous avez filé pour une extension. Et c'est ça C'est la bon point. subtilité avec Ouais. les SEP IRA, c'est que ça va vraiment. Donc là, aujourd'hui, si vous avez rien fait pour 2025, vous pouvez encore faire un SEP IRA pour 2025. Vous pouvez encore l'établir et contribuer dedans pour 2025 si vous avez filé pour une extension pour le 15 octobre. Et puis Très bon point. pour les totaux, là, c'est bien 72 000 sur l'année pour les moins de 50 et C'est 80 ce que je 000 pensais. si on a plus. Ok, Ouais. 80 000. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le maximum qu'on puisse mettre dans un solo 401k si vous avez suffisamment de bénéfices. Dernière chose qu'on fait assez rarement pour les gens, parce que en général, juste avec ce qu'on fait avant, c'est déjà pas mal. Il y a ce qu'on appelle Defined Benefit Plan. Hein. Donc ça, c'est un plan retraite que vous définissez à l'avance, vous définissez le montant que vous voulez mettre. Ça peut être combiné avec un solo 401k, donc on peut dépasser les 300 000 dollars par an, déductible. Donc si vous faites pas mal d'argent, on peut déduire pas mal. Mais voilà, pour vous donner une idée, on a un tableau à 40 ans, 50 ans, 60 ans, revenu annuel, cotisation maximale. Je vous laisse regarder ça. Hein, donc ça, c'est super intéressant. Par contre, euh, il y a une obligation de cotisation de chaque année. Hein. Les frais de gestion, ce n'est pas des plans qu'on ouvre relativement facilement, c'est assez administratif. Nous, par exemple, on ne les ouvre pas pour nos clients. Il faudra passer par une boîte comme Fidelity ou des choses comme ça. Et ça n'a pas énormément de flexibilité, mais, euh, mais c'est intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir un defined benefit plan. Il y a pas mal d'infos euh, autour de ça. Il y a des règles, des régulations, des choses comme ça. Donc attention, mais je veux mettre ça pour des gens, si certains d'entre vous gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, ça peut être intéressant de faire ça. Voilà. Euh, Ensuite, deuxième type de compte, c'est les comptes après impôt. Donc là, on a les cousins des comptes qu'on a vus, hein, sauf que c'est Roth, R-O-T-H. Dans ce cas-là, c'est la même chose, vous pouvez mettre tous les mêmes chiffres, mais vous n'économisez pas d'impôt aujourd'hui, mais vous ne paierez plus jamais d'impôt sur ces comptes-là. Voilà. Donc Roth 401k, Roth IRA, Roth Solo 401k, assez rare, mais possible. Euh, En général, on va pas faire des comptes après impôt si vous êtes, on le verra après, si vous êtes, ça dépendra de votre tranche d'impôt. Par contre, on fera des Roth IRA pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Même si vous êtes au-dessus de la limite. Attention, il y a des limites d'income pour les Roth IRA. Au-dessus de 242 000 dollars, vous ne pouvez pas, jointly ou 153 000 dollars single, vous ne pouvez pas mettre de l'argent directement dans un Roth IRA. Donc, on va mettre indirectement via ce qu'on appelle une backdoor Roth IRA conversion. C'est un truc relativement simple. On ne va pas en parler ici. On en parle dans notre séminaire sur les retraites, dans notre webinaire pour les retraites. Mais on ne va pas en parler ici. Mais sachez que c'est possible de mettre cet argent-là dans un Roth IRA et vous ne serez plus jamais, jamais taxé là-dessus. Okay. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi un after-tax 401k. On peut mettre 47 500 dollars en plus. Euh, Quand vous êtes à votre compte ou quand vous avez une petite entreprise, en général, ça va être difficile de mettre ça en place. Quand vous êtes à votre compte, c'est possible, hein, via des providers particuliers. MySolo401k.net, par exemple, peut faire ça. Ça demande on ne le fait pas souvent avec des clients parce qu'on peut déjà faire pas mal de choses. Mais quand vous êtes à votre compte, on peut faire ça. Quand vous avez des employés, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, je vous le dis tout de suite. Et puis après, les comptes types, brokerage à compte, etc. Ça, c'est déjà un peu plus classique. C'est les comptes taxables. Voilà. Ça, c'est taxable. Ça ne sera plus jamais taxé. Après, il y a des subtilités, etc., comme je le disais. Donc, comment vous décidez s'il faut faire un Roth 401k ou un Traditional 401k? En général, si vous êtes dans la tranche d'impôt des 10, 12, 22%, un Roth 401k, c'est mieux. Quand vous êtes dans la tranche d'impôt des 32%, 35, 37%, un Traditional 401k, donc pré-taxe, c'est mieux. 24%, ça dépend, notamment de votre état de résidence. Est-ce que vous êtes dans le Nevada, en Floride, etc., où vous ne payez pas d'impôt au niveau de l'État? Dans ce cas-là, je pencherais plus pour un Roth 401k. Si vous êtes en Californie ou à New York, probablement plutôt un traditional 401k. Donc ça, c'est une règle générale. Yes.
Ah, je voulais le faire en 1 heure, comme ça on a pas mal de temps pour poser les questions. Euh, Vous pouvez prendre rendez-vous si vous savez déjà. Ah ouais, mais ils sont, en fait, chez We Financial, ils sont super. J'ai même pas besoin de répondre, j'ai même pas besoin de poser des questions. Je vais prendre rendez-vous tout de suite. Et ben voilà, vous avez un QR code, vous pouvez prendre rendez-vous et puis on discute directement. On va répondre à vos questions. Smara et moi allons répondre à vos questions. Et puis, Et puis, voilà, on prendra le temps qu'il faudra. Si vous devez partir parce que vous avez un meeting, etc., vous pouvez poser votre question avant de partir. De toute façon, encore une fois, c'est enregistré. La présentation est enregistrée, elle sera envoyée à tous les participants. Donc, on pourra répondre à vos questions. Alors, on va faire une question à l'autre, etc. What is the easiest and simplest tool to make sure I pay my social security and Medicare contribution to the government? Il y a malheureusement, alors le plus simple, c'est de faire un truc de type payroll. Vous prenez Gusto, vous versez un salaire, tout ça c'est envoyé au gouvernement. C'est le plus simple. Mais ça coûte quelque chose. Ça coûte de l'argent. Mais c'est le plus simple parce que c'est pris tous les mois. C'est comme si vous aviez un salaire et il y a pas de souci. Pour la Après, deuxième, ouais, en self-employed, c'est pas hyper compliqué non plus. C'est juste que c'est pas payé régulièrement. C'est fait au moment de la déclaration sur votre schedule C. Si vous êtes une petite entreprise et que self-employed, ça suffit, ouais, mais il faut euh, faire les estimated tax tous les trimestres. potentiellement. Ouais. Mais ça prend cinq Si, ça minutes. dépend le revenu. Ouais, Ça dépend du revenu, mais ça prend pas longtemps. Mais il faut y penser. Il faut être ouais. un peu organisé. Ok, bah ça c'est la même question. Euh, Tu veux la prendre ou je la prends, cette question? Vas-y. Okay, I want to keep my Medicaid state medical assistance. Can I give myself a small salary to stay under the maximum income requirement for Medicaid? Alors, non. Parce qu'encore une fois, vous êtes. Enfin, je pense que vous êtes soit en sole proprietorship, soit en S Corp. Ça serait différent si vous étiez en C Corp. Non, parce que, encore une fois, c'est une LLC ou une S Corp, etc. C'est des pass-through entities. C'est à partir du moment où vos revenus de votre boîte, de votre activité sont au-dessus des montants pour, euh, pour médical, etc., peu importe que vous versiez un salaire moindre, si, encore une fois, si ce n'est pas une C-Corp, bah, de toute façon, le bénéfice de la boîte revient dans vos revenus habituels et vous êtes au-dessus de la limite. Donc non, pas possible. Elon Musk has a very small salary of around 50K per year. How does he get away with that? Alors, très facile. Je vais répondre à ça. Ok. Voilà ce que les Elon Musk, etc., comment ils font pour ne pas payer d'impôts. Ils se versent un très petit salaire, 50 000. Ok. Mais Elon Musk ou autres, ils ont des actions SpaceX, ils ont des actions PayPal, ils ont des actions. C'est quoi? Tesla, voilà, c'est C'est ça. ça, ouais. J'ai failli oublier, il y a plein d'actions Tesla, etc. Donc, plutôt que de revendre, et ils dépensent probablement plusieurs millions de dollars par an. Ah, probablement. À mon avis, 10, 15 millions, peut-être plus. Donc, comment ils font pour ne pas payer d'impôts sur ces 10 ou 15 millions? Et nous, on le fait pour nos clients, alors pas qui ont des milliards de dollars, mais qui ont quelques centaines de milliers de dollars. Il va emprunter contre ses actions Tesla, il va emprunter contre ses actions SpaceX, il va emprunter 10 à 15 millions. C'est tout petit ce qu'il va emprunter, parce qu'il a des milliards et des milliards de dollars. Donc c'est tout petit, et c'est un emprunt, 10 à 15 millions. Et donc quand c'est un emprunt, ce n'est pas du revenu, donc on ne paye aucun impôt là-dessus. C'est ce qu'on fait par exemple avec certains de nos clients, ou qu'on peut faire avec certains de nos clients qui veulent se verser n'importe quel montant. Par exemple, une cliente qui a 20 millions de dollars, elle veut se verser 250 000 dollars par an. On ne va pas revendre pour 250 000 dollars d'actions. On va emprunter ces 250 000 dollars sur les 20 millions. Les 20 millions vont continuer à monter. Les 250 000 dollars, c'est du revenu. Aucun impôt là-dessus. Zéro. C'est comme ça qu'on peut avoir 20 millions de dollars et payer au moins, quasiment zéro d'impôt. On paiera des impôts sur les gains qu'on fait, mais en dehors de ça, zéro dollar d'impôt. Voilà, c'est le secret. C'est pas extraordinaire comme secret, mais c'est comme ça qu'on fait.
Ça, tu veux répondre à ça? Alors, pour les assurances, tu parles de umbrella insurance ou vraiment business spécifique? Je pense qu'il y Je avait sais. les Il y a les deux. sur... Non, Ouais, il y a les deux. j'avais parlé des Umbrella Insurance pour la partie personnelle, et puis après, les trucs que j'ai cités, c'était business spécifique. S-Corp. How would you invest the cash available at the distribution as the distribution is required at year-end for the shareholder? Des investissements à court terme. Box, alors on a SGOV par exemple en ETF, Box, BOXX, ou simplement un High Yield Savings Account. Donc tout ça, c'est si on a besoin du cash dans l'année qui arrive, ce sera des investissements à très court terme. Mm. Avez-vous regardé avec vos clients comment investir sur Trump Accounts depuis l'entreprise? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, Trump Accounts, c'est pour les enfants, a priori. Donc, il y a pour les nouveau-nés, il y a 1 000 $ qui sont offerts par le gouvernement. Et puis, pour le reste, ça fonctionne un petit peu comme un Roth IRA. Donc, c'est un peu un compte d'investissement pour les enfants. Mais le lien avec l'entreprise, là, je vois pas forcément le lien parce que ça, c'est quelque chose qu'un Ouais. individu peut faire. Non, une entreprise peut contribuer à un Trump Account pour les enfants de ses employés, mais il y a des règles, en Ah, fait. ouais, ok. L'entreprise peut verser jusqu'à 2 500 $ par an et par enfant dans un Trump Account. Euh, les contributions, elles doivent être effectuées en fait dans ce qu'on appelle un Trump Account Contribution Plan, qui est mis en place par l'employeur. Les contributions sont généralement déductibles pour l'entreprise, euh, mais il y a des règles particulières, fiscales et autres. Ok. Les fonds appartiennent à l'enfant et restent investis jusqu'à ce que, jusqu'à ce que les règles de retrait permettent leur utilisation. Et je connais pas par cœur les règles de retrait, mais oui, pourquoi pas. C'est possible. C'est possible de proposer ça à une entreprise et absolument, je vais le rajouter à ma présentation. Ouais, bonne idée. De manière personnelle, avoir un compte qui s'appelle Trump, Mais ça me ça, fait c'est très froid, personnel. un peu froid dans le dos, mais c'est très personnel. Solo 401k plus S-Corp. Comment trouver le juste milieu entre les contributions Solo 401k sans trop augmenter les self-employed tax aujourd'hui? On va perdre de l'argent aujourd'hui, mais gagner sur le long terme. Exemple, méga backdoor Roth. Non, non, alors là, il y a des confusions partout. Un solo 401k, c'est pré-taxe. Donc, ça, je ne sais pas pourquoi vous dites que ça augmente les self-employed tax. Enfin, on peut le faire post-taxe, hein, mais je ne sais pas pourquoi vous dites que ça augmente les self-employed tax et qu'on va perdre de l'argent gagné sur le long terme. Donc là, je pense il y a quelque chose qui n'est pas très bien compris C'est peut-être en là-dessus. parlant de Donc, Roth, d'un Roth Solo. ouais, Je sais pas. peut-être Roth. Mais encore une fois, ce que j'aime bien dire, c'est le conseil financier, c'est en même temps un art et une science. Hein. Donc ça dépend de votre situation. Et puis, il y a une partie où des fois, on va dire, beaucoup de gens, et on travaille avec beaucoup d'ingénieurs, ils pensent que le conseil financier, c'est une science. On va faire une simulation, nanana, nanana, et ça va nous donner la réponse. Pas du tout. Parce qu'il suffit qu'on change un seul truc et tout d'un coup, le Roth 401k, ça vaut plus le coup et le pré-tax 401k, ça vaut le coup. Mais on prend des décisions par rapport à un futur qu'on ne connaît pas. Donc c'est ça qui est difficile. On veut des certitudes, mais les finances, c'est pas ça. C'est pas des certitudes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu aussi un art. Faire le prochain. Est-ce qu'on peut mettre sur un solo Ouais. 401k? Est-ce que ce qu'on peut mettre sur un solo 401k est dépendant de son chiffre d'affaires? Donc oui, parce que ce que vous pouvez mettre avec la casquette employé, c'est les 24 500, mais vous pouvez pas mettre, si vous gagnez 10 000 avec votre business sur l'année, vous pouvez pas contribuer plus. Et après, vous avez la partie employeur qui, là, dépend à 100% de votre chiffre d'affaires, enfin, de votre bénéfice, pas Ouais, du chiffre d'affaires. exact, ouais, exactement. Juste à la fin, tu as dit exactement ce qui était important parce que c'est une question piège. C'est une question piège. Une Et question Cécilia, elle ne piège. sait pas Ouais. que c'est une question piège. C'est pas par rapport au chiffre d'affaires, c'est par rapport Ouais. au bénéfice. Au bénéfice, deux choses différentes. Deux choses différentes. Donc, c'est par rapport à vos profits, pas au chiffre d'affaires.
Alors, votre chiffre d'affaires, il peut être de 1 million. Si vous avez 1 million de dépenses, euh, vous êtes à moins 200 000 en profit, vous pouvez rien mettre. Mais donc, c'est dépendant du profit. Donc, déjà, ça, c'était la bonne question. Mais même si c'était la question, est-ce que c'est dépendant du profit, comme tu as dit, Smara, non, c'est dépendant du salaire qu'on se verse. Donc, pas forcément dépendant du profit. Merci. Pouvez-vous en dire plus sur l'after-tax 401k? L'after-tax 401k, en plus de ce qu'on met dans un 401k, l'after-tax 401k, c'est c'est un peu comme un Roth 401k, mais on peut mettre plus d'argent. Euh, donc, on peut mettre 47 500. Si on laisse dans l'after-tax, les gains seront taxables après 59 ans et demi. Hein, donc, il faut faire attention à prendre ce qu'il y a dans l'after-tax 401k et aller le mettre dans un Roth 401k. Ça s'appelle une méga backdoor, on en a parlé juste avant. C'est une méga backdoor Roth IRA conversion. Le problème avec l'after-tax 401k, c'est que ce n'est pas proposé par défaut sur, sur les comptes qu'on peut avoir via Gusto ou autre. Donc, il faut passer par des sociétés spécialisées. MySolo401k.net, c'est celle que je connais, qui peut faire ça. Et c'est assez... ils mettent en place le système. Il faut bien comprendre la technique. Parce qu'ils vont faire plusieurs comptes, un compte After-Tax 401k, un compte Roth 401k, etc. Et puis, on va transférer. En général, faut vraiment s'intéresser au truc pour le mettre en place. Nous, on peut le mettre en place pour vous. On l'a déjà fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est super facile à mettre en place. Quelles considérations changent s'il y a plusieurs LLC? Y a-t-il de nouvelles choses à considérer? Moi, par exemple, j'ai 2 LLC. J'ai cette boîte Blue Grasshopper et puis j'ai Oui Financial Group. Non, il n'y a pas forcément plusieurs. Enfin, oui, il peut y avoir plusieurs considérations. Donc, vous ne pouvez pas avoir plusieurs solo 401k. Enfin, vous pouvez avoir autant de solo 401k que vous voulez, mais vous ne pouvez pas contribuer sur chacun des solo 401k 24 500. Ce serait bien, mais non. C'est la totalité de tous vos solo 401k qui doivent être à 24 500. Il y a des exceptions, etc., mais en règle générale, c'est ça. En revanche, le profit sharing, ce que vous pouvez mettre dans les solo 401k via votre entreprise, ça, c'est pas limité. Donc, si vous avez plusieurs LLC et qu'elles marchent très bien, vous pouvez contribuer dans chacune des LLC du profit sharing. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est essentiellement la considération. Après, en termes d'assurance, etc., il faut des assurances pour vos différents LLC et puis error and omissions et différentes choses. Tu Je vais veux. lire la question. Je vais lire la question en tout cas. Vraiment. Ok. Si je vais toujours chez les clients pour faire du consulting, on m'a conseillé de prendre uniquement donc le Error and Omission Insurance et rien d'autre. Est-ce correct? Je dirais Non. qu'il y a besoin d'une responsabilité Donc, on m'a conseillé qui est liability on. aussi. Qui est on. Euh, non, il y en a. Alors, il y en a d'autres aussi de manière personnelle. Disability insurance, peu importe que vous alliez chez le client ou pas, à prendre. Life insurance, à prendre. Error and omission, absolument. General liability, General liability, peut-être, peut-être peut-être. pas. Si vous conduisez, par exemple, il y a peut-être des choses à regarder là-dessus. Si vous conduisez pour aller chez les clients, ça, vous êtes dans ce cas-là, même si vous avez un accident, etc. Donc attention à ça aussi. Mais probablement pas la seule assurance à prendre, c'est le minimum. Mais par exemple, Key Person Insurance, est-ce que vous avez des employés, pas des employés? J'en sais rien. Vous avez dit qu'on doit avoir des revenus sous 2 ans pour montrer que la LLC est réelle. Non, faux, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Comment est-ce que ça s'applique à une LLC pour acheter ma résidence sans autre activité? Ok. Alors, j'ai pas dit revenu, j'ai dit profit. C'est pas forcément. Est-ce que j'ai dit revenu? Non, j'ai dit profit. Donc, il faut faire des profits sur 2 ans. Non, non, mais là, on parle d'un métier. Je n'ai pas parlé d'ALC pour de l'immobilier, etc. Alors,
Une LLC pour acheter votre résidence, typiquement français. Il y a zéro raison pour avoir une LLC pour acheter votre résidence. Zéro. En tout cas, pour la résidence principale, ouais, c'est sûr. Principal. Principal. Il y a zéro raison pour faire ça. Et d'ailleurs, ça sera bizarre et je ne sais même pas si c'est possible. Non. Vous faites une LLC pour acheter une résidence, vous faites une Un LLC pour investissement une locatif. résidence, pour un investissement locatif, Mhm. pour vous protéger. Et dans ce cas-là, vous avez des revenus. Il n'y a pas de problème. Alors, en fait, j'ai dit profit, mais effectivement, ça peut être des revenus parce que si c'est une LLC pour une activité immobilière, c'est différent. Enfin, pour se protéger pour cette activité immobilière, même si vous ne faites pas de profit sur cette LLC, là ça ne pose pas de problème. Non, je parlais plus d'une. Typiquement, là, l'IRS, ça ne posera pas de problème à l'IRS si vous avez un investissement immobilier dans une LLC. Ça, c'est une manière différente. Ce n'est pas votre activité principale. Hein, il y a cette notion de. Si par exemple, vous avez si votre activité principale, c'est d'acheter des biens, faire des LLC, et de faire que des pertes, là, ça va poser problème à l'IRS. Mais il faut que ce soit votre activité principale. Que se passe-t-il? Tiens, tu réponds à ça. Que se passe-t-il pour Ouais. un retour Que en se France pour un passe-t-il? retard? Ouais, un Roth IRA. Donc là, ce ne sera pas taxé. C'est dans les technical explanations du traité fiscal. Et d'ailleurs, Guillaume, on n'a pas parlé avant, mais on a un podcast, le dernier épisode du podcast qui a Ah, été c'est vrai, on n'en publié a la pas semaine parlé du passée. podcast. Mince. C'était sur le Roth IRA. Donc, je vais vous mettre les liens des podcasts que vous pouvez écouter sur Spotify, sur Apple, etc. C'est des épisodes courts, 10 minutes sur différents thèmes. Et le dernier était effectivement le Roth IRA. Voilà. Euh, alors, j'envisage de convertir un de mes LSC en une C-Corp pour bénéficier des plafonds non taxes à la revente de l'entreprise après 5 ans. Quelles considérations à avoir dans cette conversion? À quoi dois-je penser? Alors, très très important, donc parler à un avocat. Parce qu'il y a tellement de choses là-dedans que ça me prendrait probablement une demi-heure à expliquer toutes les conséquences, etc., de passer de S-Corp à C-Corp. Je parlerai à un tax attorney, probablement. Hein. Les bénéficier des plafonds non taxés à la revente de l'entreprise après 5 ans, c'est un des avantages. Mais à part ça, il y a plein d'autres inconvénients. Hein. Donc, attention à ça, notamment en termes de revenus, en termes de taxation. euh, voilà. Donc, attention à ça. Demandez à un tax attorney, il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à dire là-dessus. Si mes assurances vie françaises sont dans des fonds en euros plutôt que des investissements taxés à 37%, je dis ça, est-ce nécessaire de les fermer? Oui, parce que vos fonds en euros, ils rapportent 2%. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? 2% par an? Je ne sais pas, Ça peut-être. vous permet pas de tenir le coup face à l'inflation aux US, en tout cas. Ouais. Donc, ouais. Assurance vie, c'est un des pires produits français. Je touche une severance cette année de mon ancien employeur, mais je vais commencer un boulot de consultant en même temps. Est-ce que cela veut dire que j'ai une LLC? Non, vous devez créer une LLC. Ça veut dire que vous êtes en sole proprietorship. Une LLC, ça se crée, c'est une structure juridique. Donc, vous n'avez pas une LLC. Tout est combiné ou les deux sont séparés, y compris les paiements de la Social Security à partir de la LLC. Donc là, je ne comprends pas très bien votre question, mais l'argent que vous recevez de votre ancien employeur n'a rien à voir avec l'argent que vous allez faire en tant que consultant. Il n'y a pas de mélange. C'est deux choses différentes. Pour un lancement de société, quels sont, selon vous et votre expérience, les points à gérer en priorité? Euh, il y a tellement de choses là-dedans. Euh, Euh, En termes de logistique, je les ai donnés. Séparez vos comptes, un compte professionnel, un compte personnel, un logiciel de compta, c'est deux choses essentielles. Et puis après, en termes de création, donc en termes de création de la société, est-ce que vous avez besoin d'une LLC ou pas? Ça, faut la créer. Euh, donc ça, c'est les points à gérer en priorité. Et puis après, mais c'est plus du business coaching, c'est OK, qu'est-ce qui fait que votre société, elle va marcher ou pas, comment vous allez la marketer, etc. Mais ça, on sort de la partie financière pour aller plus dans le business coaching, qu'on fait avec nos clients aussi. On a des clients qui veulent se lancer dans une société, ben on va les aider sur ces aspects-là. Mais pour moi, les trois choses, c'est quelle structure juridique vous voulez avoir, LLC ou pas,
euh, absolument logiciel de compta et puis compte professionnel et les assurances qu'il faut. Pour investir du cash en gardant liquidité, j'ai entendu parler des short-term mini bonds. Pouvez-vous en dire plus? Comment penser à ce type de placement par comparaison avec SGov et Box? Short-term mini bonds, vous pouvez perdre de l'argent. Ça peut descendre. Donc attention aux short-term muni bonds. Et en général, moins intéressant, même si ce n'est pas taxable. Hein, les muni bonds, ce n'est pas taxable au niveau étatique et au niveau fédéral, mais les intérêts sont moindres. 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. Plus les intérêts que vous recevez sont hauts, plus il est possible de perdre de l'argent. SGov, il n'est pas possible de perdre de l'argent. SGov et Box, c'est quasi sans risque. C'est jamais impossible de pas perdre d'argent, mais ça baissera jamais, en théorie. Alors, Vous vous ne ne conseillez conseillez. pas le SEP IRA, pourriez-vous expliquer Alors pourquoi? non. Alors là, Sylvie, là, je ne suis pas content parce que j'ai un slide qui est exactement ça. Donc, je vais vous demander, Sylvie, d'aller revoir mon slide parce que j'ai fait un cas d'école exactement qui répond à cette question-là précisément. J'ai les SAP ARA versus Solo 401k. Donc, regardez l'enregistrement, allez voir mon slide. En gros, un Solo 401k, vous pouvez mettre 50% de plus dedans. Voilà, si je résume. Solo 401k plus la score pour clarifier ma question. Pour investir sur un solo 401k, il faut un earned income et donc avoir une S-corp. Pas du tout. Donc cette phrase-là, elle est fausse. Il faut des W2 pour les shareholders et donc cela demande de payer des SAF. Non, votre prémisse, votre hypothèse de départ, elle est fausse. J'ai jamais dit qu'il fallait un W2 pour un solo 401k. Jamais dit ça. Donc non. Ouais, on peut être en sole proprietorship et avoir un solo 401k. Ouais. Il faut gagner de l'argent, ça c'est sûr. Mais donc, il faut avoir des earned income, ça c'est vrai, mais des earned income, ça ne veut pas dire des W2. Mhm. Non, non. Vous n'êtes pas obligé de vous verser un salaire. J'ai 200 000 dollars de CD à 4% API en Interactive Broker. Can I borrow money using the CD as collateral and at what interest rate? Alors, ça dépend s'il est. Normalement, probablement. Alors, peut-être, ça dépend si les CD sont bloqués ou pas. Ça va être un point important. Et puis, non, en collatéral, euh, chez Interactive Broker, ce sera 5,5%. Donc, ça ne vaut pas du tout le coup. Non, vous pourrez jamais emprunter de l'argent contre. Ça ne sera jamais intéressant, on va dire de la manière. Ça ne sera jamais intéressant d'emprunter de l'argent contre quelque chose qui est sans risque. Le taux d'intérêt pour l'emprunt sera toujours euh, plus haut ou quasi. Hein, même si on faisait un box spread, tu vois, à 4,5%, même en déduisant les impôts, tu Mhm. gagnes. Ouais, ça ne marcherait pas. Voilà. Cécilia de rien. If you are to start a sole proprietor business that works 100% remote, c'est ce que j'ai fait. From home due to immunocompromised reason, to avoid direct contacts with any customer indoors. What would be the best business to do? Conseiller financier. À n'importe quel business où vous donnez des conseils. Vente d'assurance, vous n'avez pas besoin de voir le customer. Conseiller financier, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tout ce type coach, n'importe quel métier, Créatif, technique, ouais, software engineer. software engineer, enfin, il y en a tellement que tous les métiers de service, tous les métiers où vous avez du service, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Toutes les choses que vous pouvez faire en Zoom. I want to maximize contribution across the employee and employer portion via my solo 401k and solo Roth 401k. But I already contributed a chunk of the 24,500 without realizing it via employee contribution to my IRA as a W2 employee. Simple IRA, probablement. No, I'm stuck because Mais Fidelity Simple, doesn't allow. Ouais, il y a un truc bizarre. No, I'm stuck because Fidelity doesn't allow employer contribution to the solo Roth 401k. Is there any way to convert employee contribution to employer contribution? hmm. Est-ce que tu Ouais, parce que comprends ce que ce bah, monsieur dit? alors je comprends en tout cas Fidelity qui permet pas de mettre des contributions employeurs dans un Roth parce que les contributions employeurs, elles sont déductibles et du coup, ça va pas dans le Roth, ça va forcément dans du pre-tax, les contributions employeurs, ça c'est sûr.
Par contre, il faudrait mieux comprendre le already contributed a chunk of the 24,000 via employee contribution to my IRA. Quel type de IRA c'est? Ouais, Est-ce que ça c'est sera. un... Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un traditional IRA ou quelque chose comme ça, mais même. Enfin, je Mais sais c'est, pas. ouais, non, traditional, c'est pas les mêmes limites, de toute façon. Ouais, c'est pas clair Simple, c'est pas non plus les mêmes ouais. limites, c'est les 16 C'est- 500, c'est pas grave. Ouais, cette question est pas claire. On a besoin de plus d'informations. Si Ouais, vous avez une LLC, faut-il absolument que les clients paient la LLC directement avec un nom de société dédié ou votre propre nom peut être utilisé? N'importe quel nom. Votre propre nom, une LLC, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Guillaume de Table, Calf LLC. Guillaume de Calf LLC, Table LLC. J'aime bien les frites LLC. Hein, ce que vous voulez. Je- Il est bientôt midi, c'est pour ça que j'ai commencé à avoir faim. Ok, voilà pour toutes ces questions. Merci à vous, merci de votre participation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour en savoir plus, pour qu'on regarde ensemble votre situation, etc. On est là pour ça. Euh, Bonne semaine à tous, bon été. À bientôt. Le prochain est dans un mois, je crois. Ok.